Alors, tout d'abord, pour me présenter, donc, je suis moi-même Gaëlle Vandeput, chargée de logistique pour l'APCC et aussi pour le SVC. Donc, l'APCC, c'est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et le SVC, le sommet virtuel du climat, du coup. J'ai le plaisir donc de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconférence qui traite de l'adaptation au changement climatique des secteurs agricoles, forestiers et leurs filières. Alors, pour la présentation de nos intervenants, je laisserai Stéphane le faire juste après mon introduction. On est ensemble pour 1 heure et demie aujourd'hui, mais donc juste avant de passer la parole aux principaux et principales intéressés, je voulais vous dire quelques mots sur l'événement et en particulier donc vous rappeler la mission, à savoir permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc vous avez pu le voir sur le programme, on a près de 50 webconf et ateliers et toutes tentent de répondre aux 2 questions qui sont actuellement affichées à l'écran. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à toutes les interventions qui vous semblent utiles pour vous. Alors, cet événement est initié et coordonné donc, par l'APCC et coporté par l'ADEME, l'Association Bilan Carbone et la Fédération Sinov. Et cet événement aussi n'aurait pas pu avoir lieu sans tous nos soutiens et nos parties prenantes. Et donc, à ce titre, je souhaite prendre le temps de remercier nos sponsors et nos partenaires que vous voyez une nouvelle fois s'afficher à l'écran, mais aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus de plein de manières différentes, et ce, depuis notamment notre première édition qui a eu lieu en 2019. Alors, sachez qu'en 2019 et cette année encore, toutes les webconférences du SVC sont gratuites. On a vraiment eu à cœur de proposer un événement accessible à tous et toutes. Néanmoins, si vous aussi, vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, n'hésitez pas à nous faire un don et je vous mets du coup le lien dans le chat. Pour les aspects logistiques de cette webconf, simplement quelques points à noter. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans l'onglet questions-réponses de Zoom, parce que c'est là que les intervenants vont venir les piocher pour la session questions-réponses qui aura lieu. Et si vous avez juste des questions, des commentaires ou des remarques, vous pouvez les faire dans l'onglet discussion. Par contre, attention en prêtant bien attention aux destinataires, parce que si vous voulez que tout le monde voit vos commentaires, il faut bien cocher tous les panélistes et participants. Donc, merci vraiment de bien discerner ces 2 modules, le module questions-réponses d'un côté avec vos questions et le module discussion de l'autre avec vos commentaires et vos remarques seulement. Aussi vous dire que les slides et le replay vont être disponibles courant décembre sur le site du SVC. Donc, vous recevrez un mail aussi directement dans votre boîte puisque vous êtes inscrit pour vous faire signe une fois que tout ça sera publié. Donc, voilà juste pour les précisions techniques. Et dernière chose, vous êtes assez nombreux, donc toutes les questions ne seront pas forcément traitées pendant la session. Par contre, vous aurez la possibilité de contacter les intervenants a posteriori, donc soit par mail, puisque vous aurez leur mail de communiquer dans le mail post-webconf, soit directement via les pages organisation ou intervenants pour ceux qui ont la fonctionnalité prise de rendez-vous sur leur page. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Du coup, je vais sans tarder passer la main aux intervenants et plus particulièrement à Stéphane. Merci Gaëlle, merci aux organisateurs et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette webconférence, comme l'a dit Gaëlle, qui porte sur l'adaptation au changement climatique des secteurs agricoles, forestiers et leurs filières, avec pour question centrale comment mobiliser les acteurs et accélérer le passage à l'action. Question ô combien importante au regard des enjeux climatiques et de l'urgence à agir dans ces filières. Alors, diapo suivante. Pour parler de cela, nous aurons donc plusieurs intervenants ce matin, à commencer par Audrey Trévisiol, coordinatrice agriculture et changement climatique à l'ADEME. ADEME qui a financé ce travail, puisque cette webconférence fait suite à une étude qu'on a conduite ces derniers mois. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir 2 territoires témoins, 2 grands témoins, représentant justement de filières exemplaires porteuses de démarches, à commencer par Madame Marie Lequien, chargée de mission forêt et filière bois au Parc naturel régional du Haut-Languedoc, qui nous fera part de l'expérience du projet européen Life Forecast sur l'adaptation des forêts. Également, Madame Alexandra Jacot, chargée de mission au syndicat de défense de l'Époisse, qui nous présentera la démarche conduite par la filière du même nom. Et puis, sans oublier les membres de l'équipe d'experts qui ont travaillé sur l'étude financée par l'ADEME, en commençant par Monsieur Luc Boucher, directeur exécutif du cabinet Décider Risques,
Monsieur Sylvain Doublet, responsable de l'activité bioressources à l'association Solagro, Mademoiselle Chloé Stab, consultante vulnérabilité et adaptation au sein du cabinet Actera, et moi-même, Stéphane Simonet, directeur du cabinet Actera et directeur de l'étude en question. Je voudrais quand même citer également un autre collègue qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui a participé à cette étude, Monsieur Christophe Orazio, de l'Institut européen de la forêt cultivée, qui est notamment intervenu sur le volet forestier de l'étude. Diapo suivante. Alors, en termes de déroulé pour ce matin, on va donc démarrer avec une intervention d'Audrey Trévisiol qui va rappeler très rapidement le contexte de l'étude. Nous aurons ensuite un aperçu donné par Chloé Stab des objectifs et de la méthodologie du travail qui a été engagé et dont nous avons le plaisir de valoriser les résultats aujourd'hui. On passera ensuite la parole aux deux témoins, en commençant par le PNR au Languedoc et en poursuivant avec le syndicat de défense de l'Époisse. Et à la suite de chacune de ces deux présentations, nous prendrons quelques questions posées sur le fil de discussion et qui seront adressées à ces deux intervenantes. Et suite à cela, nous aurons le plaisir de présenter les 8 recommandations pour le passage à l'action tirées de l'étude, suivies là aussi de questions et d'échanges sur les commentaires que vous partagerez avec nous. Et nous finirons par conclure avec l'ADEME sur les perspectives et les suites données à ce travail. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Audrey pour un rappel rapide du contexte de l'étude. Merci Stéphane, bonjour à tous. Donc effectivement, quelques éléments pour démarrer sur le contexte de cette étude, donc qui touche deux principaux secteurs, l'agriculture et la forêt, et également leurs filières. Donc, on sait que l'agriculture et la forêt sont parmi les secteurs les plus touchés par le changement climatique. Ils sont dès à présent touchés par ce phénomène. En fait, il y a plusieurs paramètres du changement climatique qui viennent impacter ces deux secteurs. Donc, on peut les rappeler. Il y a à la fois l'augmentation des températures, l'évolution du régime des précipitations, l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère et aussi les événements extrêmes comme les tempêtes, les canicules qui peuvent avoir des impacts très forts sur ces deux secteurs. Donc, à la fois des impacts sur la quantité de biomasse produite, mais aussi la qualité peut être aussi impactée. Et si bien sûr ces deux secteurs, agriculture et forêt, secteurs primaires sont impactés, c'est aussi les autres maillons des filières qui sont impactés par effectivement un effet en chaîne. Donc, l'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui s'inscrit sur le long terme, on le sait, avec le changement climatique, mais c'est aussi une question à prendre en compte dès aujourd'hui, les impacts qui sont déjà ressentis sur le terrain. Et donc, justement, pour assurer une pérennité sur le long terme, il faut pouvoir considérer cet enjeu dès aujourd'hui et planifier des stratégies sur du long terme pour assurer la pérennité ensuite des secteurs et des filières. On peut passer à la diapo suivante. Donc, sur l'étude qu'on a souhaité mener, on s'est posé plusieurs questions auxquelles on voulait répondre. Et pour ça, on a souhaité étudier des démarches d'adaptation qui étaient existantes à ce jour dans les secteurs agricoles, forestiers et leurs filières. On s'est à la fois intéressé au niveau national, mais aussi à ce qui se passe en Europe et à l'international. Et donc, l'étude a visé à apporter des réponses à différentes questions. Donc, quelles sont les démarches d'adaptation qui sont exemplaires et potentiellement réplicables au niveau national et pour quelles raisons? Quels sont aussi les passages obligés d'une démarche d'adaptation pour répondre aux enjeux de l'adaptation au changement climatique? Et enfin, il s'agissait d'étudier quels sont les préalables et les conditions de succès pour mobiliser les acteurs sur ces questions de l'adaptation et permettre, in fine, un passage à l'action. Donc voilà pour les éléments de problématique de l'étude. Maintenant, je vais donner la parole à Chloé pour présenter les objectifs et la méthode. Oui, mais en réponse en fait à ces différentes questions et ces problématiques, en fait, du coup, l'étude ciblait trois objectifs majeurs qui sont l'identification d'un ensemble de démarches d'adaptation en France et à l'international sur lesquelles on a pu capitaliser pour apporter les repères utiles aux décideurs et aux acteurs des secteurs agricoles et forestiers sur le territoire français. Le deuxième objectif portait sur l'illustration en fait, de ces repères de manière plus concrète pour davantage convaincre et au travers de l'analyse de 8 démarches d'adaptation. Et pour finir, le troisième objectif était d'élaborer des recommandations donc à destination des acteurs et des décideurs publics, des recommandations plutôt d'ordre général afin d'accompagner ces acteurs et décideurs.
De manière un petit peu plus concrète, du coup, ça s'est formalisé sous 3 phases en termes de méthodologie de travail. La première phase a consisté en une exploration et une bibliographie. Donc, on a d'abord cartographié en fait, l'ensemble des enjeux de ces filières et notamment identifier les obstacles et les besoins en termes d'adaptation en France. On a également pu recenser tout un ensemble de démarches d'adaptation, donc à la fois en France, mais aussi à l'international. Et ce qui a amené à l'identification d'une centaine de démarches intéressantes du point de vue des enjeux évoqués précédemment. Ensuite, la deuxième phase a constitué à la sélection et l'analyse des 8 démarches les plus pertinentes au travers de différents critères de sélection, donc notamment au regard de la mobilisation des acteurs et des actions concrètes mises en œuvre en termes d'adaptation. On a identifié donc 4 démarches dans le secteur agricole et 4 autres dans le secteur forestier. Et ces démarches ont été analysées de manière plus approfondie avec des entretiens avec les porteurs de projets et ont fait l'objet d'une fiche synthétique. Donc, dans ces fiches, on a surtout présenté en fait, les motivations à agir, donc dans quelle mesure, comment est-ce que ces démarches ont émergé, les acteurs qui ont été impliqués tout au long du projet, la stratégie de mobilisation mise en place et les enseignements à retenir en termes de bonnes pratiques, d'argumentaire de mobilisation, de points d'intention ou encore de facteurs de reproductibilité. Donc, on en a mis un extrait à droite de l'écran. Et la dernière phase a consisté à élaborer et identifier un ensemble de recommandations donc basées sur une analyse un peu transversale de l'ensemble des démarches qui ont été identifiées dans les phases précédentes et qui vont être présentées dans la suite de ce webinaire. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Marie Luquien du PNR du Haut-Languedoc pour présenter justement la démarche, une des démarches qui a été étudiée, qui est Life Forecast. Bonjour à tous. Je tiens à remercier toute l'équipe de donner l'occasion au parc de présenter le projet Forecast. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Je vais commencer en plantant le décor. Donc déjà, pour vous situer un petit peu le territoire du parc naturel régional du Haut-Languedoc, donc on est situé dans le sud de la France, au nord de Carcassonne et en gros entre Toulouse et Montpellier. Donc on est à cheval sur le département du Tarn et de l'Hérault. Donc ce territoire est assez caractéristique puisqu'il est grand de 300 000 hectares, donc il est composé de 119 communes. Et sur ces 300 000 hectares, il y a quand même 200 000 hectares qui sont constitués de forêts. Donc la forêt est vraiment un enjeu très important pour le territoire. Puisque au-delà de la superficie assez importante que la forêt représente, la filière forêt-bois est très importante pour les territoires puisqu'on comptabilise à peu près 2600 emplois qui sont liés à la forêt et à la filière bois sur notre territoire. Donc, c'est quand même assez important. Et de plus, on a une forêt assez diversifiée. Puisque comme vous pouvez le voir sur la carte que vous avez en haut à gauche, bon, elle est un peu petite, mais je pense que vous arriverez quand même à voir, c'est un territoire qui se trouve vraiment à la confluence entre 3 climats. Donc on a le climat méditerranéen en jaune sur la carte, donc au sud et à l'est, voilà, qui remonte de la Méditerranée et qui se confronte, on va dire, avec le climat atlantique à l'ouest et le climat montagnard plus au nord, qui est le climat du Massif central. Et en fait, la caractéristique du coup du territoire, c'est vraiment cette confluence entre ces 3 climats qui va donner des paysages vraiment très différents, avec des faciès forestiers très différents, et surtout avec les changements climatiques en cours, on remarque une fluctuation sur les limites climatiques. Donc voilà, donc on remarque que le climat méditerranéen a tendance à remonter au nord et donc à prendre la place un petit peu du climat atlantique et montagnard.
Donc ça, c'est vraiment des constats qu'on a eus. Donc voilà, donc qui dit changement climatique dit température qui augmente, des précipitations estivales qui diminuent et surtout des épisodes extrêmes qui s'intensifient et qui sont là de plus en plus souvent. Donc, on remarque déjà des impacts, et ça depuis de nombreuses années déjà, puisque, par exemple, pour vous donner un exemple, donc en 2003, on a eu un épisode de sécheresse et de canicule extrême sur le territoire, et suite à cet épisode, on a remarqué que 65% des peuplements de Douglas présentaient des traces de dépérissement. Donc, ça ne veut pas dire que ces peuplements étaient dépérissants, mais en tout cas, certains arbres ont souffert de cet épisode extrême, et c'est ce qu'on peut voir sur la photo, l'orthophoto en bas à gauche. Voilà, tout ce que vous voyez en rouge, c'est du Douglas qui dépérit suite à un épisode extrême. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Merci. Donc, du coup, le projet Forecast, l'idée de départ, c'était, bon, on a un changement climatique qui est en cours. Nos forêts vont souffrir de ce changement climatique. Donc, comment faire pour adapter ces forêts et anticiper un petit peu ce changement climatique? Donc, le parc, en partenariat avec le Centre national de la propriété forestière et la coopérative forestière Alliance Forêt-Bois, ont porté la démarche Forecast. Donc, en fait, elle émane d'un constat qui était partagé déjà depuis de nombreuses années par les groupes de travail déjà en place sur le territoire, le parc du Haut-Languedoc portait déjà ce qu'on appelle une charte forestière de territoire. C'est en fait un outil de concertation qui permet aux acteurs qui vivent pour et par la forêt de se rassembler et d'imaginer des actions ensemble. Donc, les travaux de cette charte forestière ont permis, je dirais, d'établir un constat qui soit assez unanime et d'embarquer de nombreux acteurs avec nous dans ce projet-là. Donc, on a eu une mobilisation qui a été quand même assez large puisque on a embarqué, si je puis dire, toutes les communes du parc. Donc, les élus des 119 communes ont participé de près ou de loin au projet. Des propriétaires forestiers ont aussi participé au projet, soit de manière très technique, soit au moins par une action de sensibilisation. Et puis, toujours dans cette idée de pouvoir emmener des gens avec nous et de partager ce constat que le changement climatique est présent et qu'il faut s'en préoccuper dès maintenant, on a mis en place un cycle de conférences et des actions de sensibilisation pour toucher le plus grand nombre. Tu peux passer à la suite. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet pour adapter nos forêts au changement climatique? Donc, il y avait plusieurs actions dans ce grand projet qui a duré 4 ans entre 2016 et 2020. Donc, l'action phare, c'était de développer une application qui s'appelle Forecast by BioClimSol. L'idée, c'est de donner la possibilité aux forestiers, donc que ce soit le gestionnaire ou le propriétaire, de faire un diagnostic de vigilance climatique sur sa parcelle. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller sur la parcelle et de confronter ce qu'il va voir sur la parcelle avec les données climatiques, les simulations du climat à venir, et de savoir si le peuplement en place est en danger vis-à-vis du changement climatique et s'il est dans un cas de replantation, quelles essences seraient les plus adaptées. Donc voilà, donc ça c'était vraiment l'action phare. Ensuite, il y a des sites expérimentaux qui ont été mis en place parce que bien sûr, vouloir adapter la forêt au changement climatique, c'est bien beau, mais savoir comment faire, c'est mieux. Donc, du coup, il y a des sites qui ont été mis en place. Donc, dans ces expérimentations, on a testé des modalités sylvicoles différentes. Donc, ça peut être, je ne veux pas trop rentrer dans des détails techniques forestiers, mais on a testé des modalités d'éclaircie différentes de ce qui se fait à l'habitué. On a aussi planté des essences différentes. On a mis en place des arboretums, des plantations mélangées, puisqu'on parie beaucoup sur le mélange d'essences pour faire face au changement climatique.
On a mis en place dans ce projet aussi un plan d'action, donc ça c'est à destination vraiment des propriétaires et des gestionnaires en cas de crise climatique sévère. Voilà, il y a une canicule, une sécheresse, qu'est-ce que je peux faire pour me prémunir des conséquences que ça aura sur ma forêt. Et enfin, bien sûr, on a communiqué beaucoup, sensibilisé les habitants, les forestiers, les élus sur qu'est-ce que le changement climatique, quel impact ça va avoir sur les forêts du Haut-Languedoc et que faire pour agir de manière à ce que la forêt puisse continuer à exister sur notre territoire. Donc, je pense que tu peux passer à la suite. Donc, quels enseignements on peut tirer pour la mobilisation des acteurs et le passage à l'action? Donc, ce qui a été très important, c'est de travailler ensemble dans l'interdisciplinarité, donc travailler avec les forestiers, avec les élus, avec les naturalistes, voilà, tout ce petit monde-là qui gravite autour de la forêt a ses compétences à mettre au profit de la forêt et donc avoir ces instances de concertation multi-acteurs. Je vous parlais tout à l'heure de la charte forestière qui a permis de faire émaner le projet Forecast, mais au sein même de ce projet, on avait des instances de concertation bien distinctes. Donc, par exemple, on avait un comité technique où là, c'était vraiment les forestiers les techniciens, on va dire, qui pouvaient faire avancer les actions de fond d'un point de vue technique. On avait aussi un comité territorial plus large, donc là, avec les élus, où l'idée, c'était d'avancer d'un point de vue stratégique, de faire le point sur le projet et toujours dans cette idée d'inclure le plus grand nombre d'acteurs avec nous et dans ce projet. Ça, j'ai appuyé aussi dessus, mais toujours faire de la pédagogie pour convaincre, faire un apprentissage collectif, parler des aléas du passé et récent, et aussi faire comprendre. Alors ça, c'est une facilité qu'on a avec les forestiers et il a fallu peut-être amener un petit peu les élus dans cette dynamique-là, mais de pouvoir se projeter très loin, puisque quand on parle forêt, on se projette à 50 ans au minimum. Donc voilà, donc on est vraiment dans une dynamique où on va voir le très long terme. Et puis pour finir, constituer un groupe projet qui est à même de porter la démarche. Avec des acteurs légitimes, donc le parc qui avait sa légitimité en tant que représentant d'un territoire, et puis le Centre national de la propriété forestière qui est au quotidien aux côtés des propriétaires forestiers et qui est également un acteur de la recherche et du développement en sylviculture, et puis s'appuyer aussi sur un acteur de l'aval, donc là en l'occurrence la coopérative Alliance Forêt-Bois, qui pouvait porter un petit peu la voix de la filière bois. Voilà, toujours dans cette optique de rassembler et d'avoir un point d'accord sur le sujet à traiter. Je pense que j'en ai fini, j'espère que j'ai tenu les délais. Oui, très bien, merci beaucoup Marie. Oui, pas de souci au niveau des délais. Donc effectivement, un retour d'expérience extrêmement intéressant. Alors, comme vous l'avez compris ce matin, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les ressorts de la mobilisation des acteurs et du passage à l'action. Donc, n'hésitez pas à centrer vos questions sur cette thématique. On a déjà une première question pour vous, Marie, qui concerne justement la pérennité de la démarche, c'est-à-dire comment envisagez-vous de pérenniser ces acquis et surtout de maintenir la mobilisation des acteurs? Oui, bien sûr. Effectivement, c'est un point très important parce que c'est toujours un petit peu le problème qu'on a avec ce genre de projet où on va pouvoir mobiliser beaucoup, mais sur un temps déterminé et court. Voilà, je vous ai parlé de 4 ans et je vous ai dit aussi que quand on pense forêt, on pense sur au moins 50 ans. Donc du coup, effectivement, ça a été inclus dès le début du projet de savoir comment on va pouvoir pérenniser quand le projet sera terminé. Donc, d'une part, il y a la charte forestière qui continue à vivre sur le territoire. Donc, on continue à faire vivre ce projet au travers de la charte forestière. Et aussi un accord multipartenarial qui a été fait dès le début, où par exemple le CNPF, enfin le Centre national de la propriété forestière, va prendre en charge le suivi des sites expérimentaux sur au moins 10 ans.
Et aussi, par exemple, ça je vous en ai pas parlé, mais dans le cadre du projet, on a creusé des fosses pédologiques, voilà, pour étudier un petit peu un peu plus en détail le sol forestier. Et donc, parmi ces fosses pédologiques qui ont été creusées, on en a gardé 2 qu'on a protégées et couvertes dans le but d'avoir un support pédagogique pour parler de pour parler sol forestier, changement climatique et tout ça. Donc, donc voilà, on l'a pensé dès le départ et le projet est terminé, mais le projet n'est pas mort, si je peux le dire comme ça. Très bien. Alors, peut-être une autre question pour vous aussi. Comment cette démarche va être suivie, en tout cas les résultats sur le moyen et long terme, comment vous allez mettre en place ce suivi et notamment à quelles échéances? Et est-ce que vous allez vous appuyer, par exemple, sur les sites expérimentaux? Ouais, tout à fait. Alors, on s'appuie effectivement sur les sites expérimentaux. Comme je vous disais, en forêt, on est sur le temps long, donc on n'a pas encore de résultats. Enfin, je parle pour les sites expérimentaux, hein. On n'a pas encore de résultats qui soient très lisibles, déterminants pour l'instant. Donc, ces sites expérimentaux sont toujours suivis. Et pour savoir où retrouver les travaux forecast et puis par la suite, qu'est-ce qui lancera, le site internet du projet est toujours en ligne et sera mis à jour, au fur et à mesure des différents résultats qu'on pourra avoir. Et un point que j'oubliais aussi, notre objectif, c'est aussi de déployer donc l'application BioClimSol sur le territoire et plus largement aussi en France métropolitaine. Donc là, notre objectif, c'est de former toujours plus de gestionnaires et de propriétaires à l'utilisation de l'application. Très bien. Alors, il y a beaucoup d'autres questions dans le fil. Marie, je vous inviterai à y répondre directement, peut-être par écrit, à la suite, dans la suite de la conférence. Alors, il y a d'autres questions, notamment sur les moyens humains que cette mobilisation a nécessité au niveau du PNR, comment vous êtes organisé et combien de personnes, par exemple, étaient impliquées. Est-ce que vous auriez des recommandations ou des conseils à donner de ce point de vue-là? Alors, des conseils et recommandations, je ne sais pas si je pourrais me permettre, mais en tout cas, en moyens humains, pour vous donner une idée, donc déjà, il y avait 3 porteurs de projet. Avec chaque porteur avait des chargés de mission dédiés au projet Forecast. Donc, en tout, on comptabilise à peu près 47 personnes qui auraient travaillé sur le projet. Donc, ça ne veut pas dire 47 ETP pendant 4 ans, hein, mais voilà, 47 personnes à peu près qui ont travaillé sur le projet. Et pour vous donner un ordre d'idée, rien qu'au parc, il y avait 4 personnes complètement dédiées au projet sur cette période-là. Mais le parc était coordinateur. Donc, Très bien. Alors, il y a beaucoup de questions, effectivement, sur les moyens. Je pense que c'est important, c'est un levier, effectivement, de la mobilisation. Oui. Une dernière question, peut-être sur le coût. Je ne crois pas qu'on l'ait mentionné, le coût de ce projet, le financement par l'Europe, le coût global. Non, on l'a pas financé. Si, le projet a été financé, mais on ne l'a pas mentionné. Ouais. Donc, c'est un projet qui a été financé par le LIFE, donc, qui est un programme européen, avec aussi des financements beaucoup de la région et de nos départements. Et au total, sur ces 4 ans, on avait un budget de 1 300 000 € pour ce projet. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la suite du déroulé. Merci Marie, et je vous encourage vraiment à répondre à toutes les questions qui sont posées dans le chat, y compris sur les réticences de certains acteurs, comment vous avez levé peut-être certains obstacles. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole donc à Alexandra Jacot pour le deuxième témoignage. À vous, Alexandra. Bien, je vous remercie. Merci pour cette invitation qui met en lumière notre petite filière bourguignonne. Donc, effectivement, la filière époisse est une filière fromagère relativement modeste puisque seulement 43 producteurs de lait sont habilités. 4 fromageries fabriquent du fromage époisse. Nous sommes une appellation d'origine protégée, donc qui est régie par un cahier des charges assez strict, notamment en matière d'alimentation. Cahier des charges qui est basé en grande partie sur la bonne utilisation de l'herbe dans la ration des animaux,
animaux. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la zone d'appellation s'étend sur une grosse partie de la Côte d'Or, hors la vallée de la Saône et la zone de la Côte des Vins. Pour autant, la zone de production de l'époisse, c'est plutôt en nord Côte d'Or, sur des terres agricoles à faible potentiel agronomique, ce qui fait que le moindre aléa climatique peut avoir des impacts assez importants sur les rendements des zones fourragères, ce qui peut assez vite compliquer l'existence des exploitations quant à l'alimentation des animaux. Et la réflexion du changement climatique en époisse, elle a cours depuis à peu près une dizaine d'années. Alors, il y a une dizaine d'années, on ne parlait pas d'adaptation au changement climatique, on ne parlait même pas de changement climatique, on parlait d'aléas climatiques, et chose connue en agriculture depuis très nombreuses années, depuis tout temps. Sauf que la particularité de ces 10 dernières années, c'est que on voit une répétition de plus en plus fréquente de ces aléas climatiques et puis aussi une amplitude des aléas qui est aussi de plus en plus marquée, donc des sécheresses qui deviennent vraiment graves, qui sont des canicules vraiment sévères, qui compliquent vraiment durablement la gestion des troupeaux, la gestion de l'alimentation, qui nous ont obligés au cours des 10 dernières années à avoir 4 demandes de modification temporaire de cahier des charges, ce qu'on peut plus communément appeler des dérogations au cahier des charges qui nous permettent de ne pas respecter certaines règles parce que, effectivement, la situation climatique ne nous permet plus de respecter notre cahier des charges, ce qui pose un problème en tant qu'appellation d'origine qui doit respecter certaines valeurs fondamentales, intrinsèques à la notion d'appellation d'origine. Donc, au vu de tous ces éléments, l'INAO, donc l'Institut national de l'origine et de la qualité, nous a plutôt interpellés en nous posant non pas des ultimatums, mais en nous engageant à réfléchir très sérieusement à la résilience de notre cahier des charges dans ce contexte d'aléas climatiques, changement climatique. Et puis les autres impacts effectivement de ces aléas, c'est l'impact sur le bien-être animal avec des stress thermiques qui sont très compliqués parfois à gérer, qui obligent à réfléchir les bâtiments. Un impact sur la production laitière parce que les poisses, c'est une appellation d'origine plutôt festive qui se consomme en fin d'année, ce qui nous oblige à avoir une production laitière dite de lait d'été. Et dans un contexte caniculaire, produire du lait d'été, c'est extrêmement compliqué, ça perturbe beaucoup les troupeaux, donc un manque de lait parfois à des périodes cruciales pour la vie de la filière. Et puis, évidemment, ce qui fait notre raison de vivre à tous au sein de la filière, c'est le fromage et la qualité du fromage. C'est en quoi l'évolution de la biodiversité, de la composition florale des prairies peut avoir un impact sur le fromage. Donc, toutes ces questions nous ont amenés à réfléchir sur notre adaptation. Et puis, on a pu s'emparer, alors sur la diapo suivante, s'il vous plaît, Claude, à comment faire pour s'adapter. On s'est emparé de 2 outils qui nous ont été proposés il y a 3-4 ans maintenant. Le premier, c'est l'outil Climalais, qui a été vraiment fondateur de notre réflexion en termes de changement climatique, c'est-à-dire qu'en utilisant cet outil, on a pu faire des projections de l'évolution climatique sur notre zone et aussi de ce que ça pouvait sous-tendre comme impact agronomique sur l'évolution de la pousse de l'herbe dans les prairies, sur l'évolution de la pousse des luzernes, comment aussi on pouvait avoir des impacts sur la production de maïs, puisque l'ensilage de maïs n'est pas interdit en AOP et poisse. Donc voilà. Cet outil Climalais a eu la particularité de permettre la sensibilisation de l'ensemble de mes 43 producteurs de lait, mais aussi de mes fromageries, du fait que le changement climatique, c'était aujourd'hui, en tout cas il y a 4 ans, c'était déjà là en époisse et qu'il fallait s'en emparer si on ne voulait pas voir la filière péricliter. Et en plus de cet outil donc vraiment de prospective climatique qui avait vraiment la particularité, j'insiste vraiment, ça permettait d'avoir l'impact sur la zone d'appellation. C'était plus des évolutions au niveau national, voilà, c'était vraiment ce qui se passait sur notre zone d'appellation. Et ça a vraiment été essentiel pour la mobilisation de mes acteurs. On s'est ensuite emparé de la possibilité de monter un groupement d'intérêt économique et environnemental
pour intégrer toutes les réflexions qui ont découlé de l'outil climatique, Climalais, pour voir comment on pouvait mettre en place des mesures pour s'adapter. Et notre GI2E s'est focalisé sur trois grands objectifs. D'une part, évidemment, la sécurisation de l'autonomie alimentaire, qui est vraiment la valeur socle de notre GI2E, qui sous-tend toutes nos réflexions, avec la possibilité d'envisager des nouvelles espèces herbagères, des nouvelles pratiques culturelles, de l'optimisation des pratiques agricoles. Voilà, tout un gros travail autour de la pratique fourragère dans nos exploitations. Un levier, évidemment, autour de la résilience des exploitations dans ce contexte de changement climatique, avec une résilience économique, puisqu'il faut s'adapter, mais il faut évidemment pouvoir continuer à vivre économiquement de son métier. Donc, avec des réflexions sur la performance énergétique des exploitations, la diversification des revenus également. Et puis, autre point essentiel pour nous, la promotion de la filière époisse, non pas en termes de communication auprès de nos consommateurs, mais là auprès de futurs installés, et pour assurer la pérennité humaine, les moyens humains en tout cas, de la filière. Pour créer ce GI2E, on a été accompagné et fortement soutenu par la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or. Je tiens à le souligner et puis à les remercier ici, parce que sans l'appui méthodologique qu'ils nous ont apporté, ça aurait peut-être été plus compliqué pour nous de pouvoir mener ce travail. On a réussi au sein de notre GI2E à mobiliser 30 des 43 éleveurs que compte la filière, donc ce qui pour nous est plutôt une réussite. Et ça nous a permis de travailler donc à mettre en place, diapo suivante, différentes actions qu'on a déclinées dans un carnet de route avec 38 actions concrètes amenées au cours des 5 années de vie du GI2E, avec essentiellement porté par des expérimentations de terrain, des échanges entre les éleveurs, des pratiques alternatives, mais tout ça dans le cadre contraint du cahier des charges. Et un des points forts et une des résultantes du travail avec le GI2E, ça a été l'acte fondateur, le deuxième acte fondateur fort pour la filière, c'est de décider courant 2020 qu'il était temps pour nous de réouvrir notre cahier des charges, puisqu'un cahier des charges d'appellation n'est pas quelque chose forcément d'immuable, mais qu'il était temps de s'en réemparer, de le remettre sur la table, d'y retravailler et de le retravailler à la fois en préservant les fondamentaux de l'appellation, quels sont les fondamentaux qu'on veut absolument préserver et comment faire évoluer ces fondamentaux pour pouvoir s'adapter au changement climatique tout en respectant l'intégrité de la qualité du fromage. Donc, c'est le travail qu'on mène donc depuis fin 2020, qui est toujours en cours, qui va être un travail de longue haleine. On s'attend encore à au moins 3, 4, voire 5 années de travail, d'échanges avec l'INAO, d'échanges avec nos pairs, pour aboutir à un cahier des charges, on l'espère, à horizon 5 ou 6 ans, qui soit beaucoup plus robuste face au changement climatique. Voilà. Les enseignements qu'on peut tirer de tout le travail qu'on a mené avec les éleveurs de la filière époisse, la première chose, c'est que la préexistence d'une filière organisée telle que la filière époisse, c'est quand même un plus pour mobiliser les acteurs. On est sur une filière à plus haute valeur ajoutée, avec une filière qui est plutôt efficace, on va dire. Donc, c'est assez facile de mobiliser les acteurs. L'opportunité d'avoir deux outils à disposition, à la fois pour sensibiliser l'ensemble de la filière, et pas seulement les producteurs de lait, mais également les fromageries, ça a été essentiel. Climalais a vraiment été essentiel, a vraiment joué un rôle fort dans la mobilisation des acteurs, notamment parce que grâce à Climalais, on a pu mettre en évidence quelle était l'année la plus redoutée pour les éleveurs, quel était le contexte le plus redouté pour les éleveurs, ce qui s'est avéré être l'année 2019. En 2018, grâce à Climalais, les éleveurs ont mis
doigt sur ce qu'ils redoutaient le plus en termes de climat. Et c'est ce qui a été vécu en 2019. Donc, vraiment, la sensibilisation a été très, très forte via Climalais et il n'y avait pas d'échappatoire de dire non, ce n'est pas du changement climatique. C'était, vraiment, le changement climatique s'imposait à nous de façon évidente. Et puis, donc, le GI2E a été un deuxième outil assez important aussi par son levier financier, j'ai envie de dire. Le fait de regrouper un groupe de travail dans le contexte d'une filière organisée, c'est pas tant ça qui était intéressant que le fait de pouvoir les leviers financiers à mobiliser. Ça a été vraiment important pour la filière. Ensuite, on s'aperçoit que c'est une mobilisation. Enfin, en tout cas, ce schéma de mobilisation semble assez facilement reproductible puisque c'est la piste qu'a retenu le CNAOL, qui est notre Conseil national des appellations d'origine laitière, donc qui regroupe les 50 appellations d'origine de France. Et bon an, mal an, l'ensemble de mes collègues des autres appellations sont en train tranquillement de mettre en place ces systèmes de réflexion. D'une part, une prospective climatique, suivi ensuite par une démarche d'appropriation et de mise en lien d'actions concrètes pour essayer de s'adapter. Alors, le petit bémol que je mettrais à toutes ces démarches qu'on a pu mener, c'est que notamment dans le cadre du GI2E, on a voulu être le plus exhaustif possible. Vous avez vu, on a mis en place un carnet de route de 38 actions. Voilà, on a décliné, on a essayé de décliner tout ce qui était envisageable et possible de faire sur notre filière. Peut-être qu'on a été on a voulu être trop complet. On aurait peut-être dû se résumer à quelques actions bien ciblées, fortes, et vraiment de les mener avec un maximum d'éleveurs. Là, on s'est peut-être un peu trop dilué, ce qui fait qu'en plus, au contexte du Covid oblige, on a pris pas mal de retard à vouloir faire peut-être trop de choses. C'est voilà, peut-être un bémol que je mettrais dans tous les côtés positifs qu'ont pu avoir la démarche, c'est de mobiliser un maximum d'acteurs, mais sur un plus petit nombre d'actions pour être plus efficace. Voilà. Et puis, pour moi, en tant que ODG et syndicat de filière, le plus gros atout, ça a été d'accepter de mettre sur la table la révision du cahier des charges qui devenait inéluctable. Très bien. Merci beaucoup, Alexandra, en tout cas pour la richesse de ce retour d'expérience, extrêmement intéressant. On a bien sûr des questions posées par les participants. Alors, une des premières questions, peut-être revenir sur les principaux freins auxquels vous avez été confrontés, que vous avez dû lever en termes de mobilisation. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur un ou deux d'entre eux ? Oui, alors il faut revenir, on parle beaucoup changement climatique, adaptation au changement climatique actuellement, c'est quelque chose qui est vraiment maintenant rentré dans les mœurs quand même du monde agricole. Il faut se remettre dans le contexte de la filière époisse. On a commencé à en parler il y a quasi 5 ou 6 ans. Et parler changement climatique dans le monde agricole il y a 5 ou 6 ans, c'était pas tout à fait aussi évident qu'aujourd'hui. Et un des gros freins, ça a été effectivement vraiment de sensibiliser au fait qu'on parlait toujours aléas climatiques. On était toujours dans un discours d'aléas climatiques. Et à un moment, il a fallu effectivement faire comprendre aux acteurs de la filière, et vraiment, j'insiste lourdement, pas que les producteurs de lait, les fromageries aussi, qu'on était en fait en train de passer vraiment dans le contexte du changement climatique, qu'il fallait rapidement s'en emparer, que ça avait un impact assez lourd de conséquences pour la filière, puisqu'on n'arrivait plus à respecter certaines règles emblématiques de notre cahier des charges, et que donc, à terme, ça mettait en cause la pérennité de la filière. Donc vraiment, un des premiers freins il y a 5 ans, ça a été de faire comprendre aux éleveurs que la filière était en train vraiment de rentrer de plein fouet dans le problème du changement climatique pour la filière. Ça a été quelque chose d'assez difficile. Et l'outil Climalais a vraiment été... Alors, il existe d'autres outils. Chez nous, ça a été Climalais. Mais vraiment, ça a été l'élément déclencheur de la prise de conscience de ma filière que le changement climatique, c'était une réalité pour nous. Et il y a 5 ans, ce n'était pas si évident que ça.
Très bien, merci. Alors, il y a des questions sur Climalais auxquelles on répond dans le fil de discussion. Comme vous l'avez dit, il y a d'autres démarches aussi. Audrey pourra en parler, notamment l'ADEME a produit un guide sur le sujet à destination des filières. Une autre question également, c'est à quelle échéance vos actions portent-elles leurs fruits? Est-ce que vous avez parlé de l'importance de cibler un petit nombre d'actions très mobilisatrices? Est-ce que vous êtes plutôt sur des actions de court terme ou carrément aussi sur des actions à beaucoup plus long terme avec une visée d'adaptation au long cours? Alors, on est, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. On est à la fois effectivement sur du court terme pour pouvoir répondre. Alors, cette année, on a vécu une année plutôt confortable en termes de récolte fourragère, mais on est à la fois sur du court terme pour pouvoir répondre à des problématiques d'alimentation des troupeaux. Donc, il faut être capable de pouvoir refaire ses stocks annuellement, de pouvoir de gérer les mauvaises années. Mais ça, ce qu'on a toujours su faire, j'ai envie de dire, c'est de l'adaptation. Mais néanmoins, il y a ce contexte-là d'adaptation. Et puis, on est effectivement sur de l'adaptation à moyen, long terme, sur de l'évolution de systèmes d'exploitation, de l'implantation peut-être de nouveaux couverts, de la réappropriation de la culture de l'herbe, effectivement dans un contexte de plus moyen long terme, et là clairement dans un contexte de pérennité du cahier, enfin de résistance, de résilience du cahier des charges, même envie de dire de robustesse du cahier des charges dans un contexte d'évolution climatique tel qu'on le connaît, quoi. Donc il y a les deux aspects. Il y a être capable de nourrir son troupeau tous les ans, donc ça c'est du court terme, être capable de s'adapter, mais j'ai envie de dire que les éleveurs savent faire quelque part, ils n'ont pas besoin de nous. Mais il y a aussi ce contexte un peu plus moyen-long terme, et où là, on touche plus à du changement de système. Enfin, oui, quelque part, on commence à toucher à du changement de système et qu'on est en train de réfléchir. On va avoir un stagiaire cette année. Très bien. Une toute dernière question, si vous pouvez y répondre rapidement, Alexandra, merci. C'est les facteurs de reproductibilité. Qu'est-ce qui, pour vous, sont des prérequis ou des points de repère importants si d'autres filières ou démarches AOP souhaitent se lancer dans une démarche similaire? Je pense que pour la mobilisation autour d'un outil de projection climatique, de perspective climatique, d'impact sur la ressource fourragère, enfin en tout cas la ressource alimentaire d'un territoire, ça aide beaucoup. C'est vraiment un outil, c'est vraiment pas des outils inutiles. Ça permet de bien prendre conscience, de ne pas partir sur sur des idées préconçues ou voilà, qu'on pourrait avoir. Et puis ensuite, c'est évident. Alors, en tant que filière AOP ou IGP, de signes sous signe de qualité, on a déjà des filières construites. Donc, c'est un atout essentiel pour s'appuyer sur des gens qui sont dynamiques en général, moteurs et bien souvent précurseurs. Ça, c'est clair qu'on a un côté humain qui est bien souvent plus motivé que quand on va essayer de recréer un groupe ex nihilo, quoi. Ça, c'est sûr que c'est un facteur non négligeable de mobilisation. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Alexandra, en tout cas pour ce témoignage, je crois qu'il a suscité énormément d'intérêt, comme le premier d'ailleurs sur le fil. Je vous invite également à répondre à toutes les questions posées dans le fil de discussion. Il y en a beaucoup et qui sont tout aussi pertinentes les unes que les autres. On va donc poursuivre avec cette fois la présentation des 8 recommandations pour le passage à l'action tirées donc de l'étude que nous vous présentons aujourd'hui. Alors bien sûr, ces recommandations phares, il y en a certainement d'autres. On n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais on a essayé en tout cas de dégager un certain nombre de repères pour l'action à l'issue de l'analyse de ces différents cas d'études. Et bien évidemment, on pourra en discuter dans le chat et dans les échanges qui vont suivre. Je passe donc la parole à mes collègues pour la première présentation. Et bonjour à tous. Donc, on a effectivement croisé les différentes observations pour tirer ces recommandations. Alors, la première question qu'on s'est posée dans la perspective de savoir comment on pouvait faire réussir un projet, c'est de savoir à quelle échelle il fallait travailler. Et on a effectivement 2 approches possibles. On a une approche filière ou une approche territoire. On retrouve ces 2 échelles dans les différents projets qu'on a pu voir. Et ce qu'il faut tout de suite situer, c'est que ces 2 approches
qui ne s'excluent pas ou qui ont parfois même tendance à se renforcer. Alors, pour les massifs forestiers, c'est assez clair qu'il faut travailler à l'échelle du massif entier pour pouvoir espérer une action concertée et des vraies dynamiques. Ensuite, une autre recommandation qu'on peut faire, ça a été situé au travers de l'EPOAS, c'est qu'il faut s'appuyer sur les signes de qualité. Pourquoi? Parce que les signes de qualité associent un territoire et une valorisation économique. Et en fait, ça fait le lien, et un lien qui est entre une activité et sa valorisation. Et ce lien et cette activité est peu délocalisable. Et ce qui fait que les acteurs, en fait, sont interpellés et intéressés pour s'impliquer dans le maintien de l'activité. Autre observation, c'est qu'il faut s'appuyer sur la prise de conscience des consommateurs et des citoyens pour pouvoir mobiliser les acteurs, à la fois des filières et des territoires. Cette mobilisation des acteurs, elle n'est pas toujours évidente. Et donc, il ressort que c'est des aspects qui sont facilitateurs. Ensuite, il y a la nécessité de mettre en place une concertation assez large autour de la résilience et de l'adaptation. Et cette concertation, elle va conduire à définir une vision commune. Et définir une vision commune avec tous les acteurs de l'amont jusqu'à l'aval. Alors, les acteurs de l'amont sont naturellement plus sensibles aux aspects de l'adaptation parce qu'ils sont plus directement impactés par les aspects climatiques, mais il faut bien aller jusqu'à l'aval et éventuellement l'aval pouvant intégrer des représentants des consommateurs ou des citoyens, notamment sur les massifs forestiers. Et pour ce faire, ce qu'il va falloir essayer, c'est de bien montrer tous les impacts à chaque maillon, de façon à ce que ça puisse amener à construire des solutions et avec l'idée qu'on va réussir ensemble à maintenir la vitalité des différents bassins de production. Ça permettra aussi de répondre à une question qui est sous-jacente, qui est de savoir à quel rythme est-ce qu'il faut innover, à quel rythme est-ce qu'il faut faire évoluer les pratiques et voir est-ce qu'il faut envisager de faire évoluer la qualité du produit. Par exemple, les questions qui se posent dans le vin. Deuxième recommandation, c'est sur l'animation du process et savoir quelles sont les structures qui peuvent porter en fait ces projets. Alors là, ce qui ressort, c'est qu'il faut autant que possible s'appuyer sur des structures existantes. Alors pourquoi? Parce que ça nous apparaît comme étant un facteur de mobilisation et un facteur d'appropriation des enjeux par rapport à des acteurs qui sont en place. Ces acteurs, par contre, n'ont pas forcément la compétence pour appréhender des aspects propres au changement climatique. Et donc, il faut faire de la formation pour accompagner cette montée en compétence. Deuxième aspect, c'est de s'appuyer sur des acteurs qui sont motivés et qui sont légitimes alors, au sein de leur filière. Donc, ça amène, ça paraît assez évident, néanmoins, si on veut vraiment être sur une démarche assez large, ce qu'il faut, c'est veiller à ce qu'on ne se restreigne pas aux seules préoccupations du porteur de projet, mais qu'il faut qu'on essaye d'aller effectivement plus loin. Enfin, il va falloir mobiliser des spécialistes techniques en appui de la structure qui est naturellement légitime. Alors souvent, ce qu'on a pu observer, c'est que les interprofessions, les gestionnaires de massifs ressortent comme des structures légitimes. C'est des structures qui sont des structures de concertation, des structures politiques qui n'ont pas forcément les moyens techniques de s'appuyer. Par contre, elles vont pouvoir se tourner vers des chambres, vers des centres techniques qui pourront leur amener des solutions
quand c'est nécessaire. Et enfin, dernier aspect, quand on voit que il n'y a pas de structure qui soit ni motivée ni légitime, on peut être amené à créer une nouvelle structure. C'est notamment ce qu'on observe sur certaines démarches qui ont des périmètres très larges, où on dépasse les frontières administratives ou les frontières sectorielles, où à partir de là, il est apparu nécessaire en fait, de créer une structure ad hoc pour porter ces projets d'adaptation. Voilà pour les deux premières recommandations. Je vais passer la parole à Sylvain. Alors, pour la troisième recommandation, qui est raconter le futur et esquisser les chemins possibles, l'idée étant de s'assurer que tout le monde, à partir de maintenant, ou le maximum de personnes, de démarches qui s'engagent sur le futur proche ou le futur lointain, que ce soit pour des questions d'adaptation au changement climatique ou pas, du reste, intègre cette notion du changement climatique et de la nécessaire adaptation dans sa programmation. Alors, récemment, là, c'est devenu un sujet un peu plus médiatique, donc des choses qui montent un peu en puissance, mais l'idée, c'est vraiment de se donner les moyens d'inclure ces projections climatiques dans les réflexions sur les filières ou à l'échelle d'exploitation ou des territoires. Alors, comment faire ça et comment le faire de manière mobilisatrice, c'est vraiment l'enjeu du webinaire aujourd'hui. L'idée, c'est d'être le plus concret possible. Alors, vous avez différents outils aujourd'hui qui vous donnent des trajectoires climatiques relativement faciles d'accès. Il faut savoir que ces trajectoires, pendant un certain nombre d'années, appartenaient au monde des climatologues et que c'est un secteur de la recherche à part entière qui était assez difficile d'accès. Aujourd'hui, vous avez certains outils qui vous donnent déjà des outils faciles pour communiquer sur le climat futur en lien avec le climat passé. Auprès de vos structures ou de vos adhérents. Donc, on peut citer par exemple Climat HD de Météo France, qui est le premier site qu'il faut aller consulter. Et puis ensuite, une des difficultés pour mobiliser notamment dans le monde agricole ou forestier, c'est d'essayer de transformer un peu ces données climatiques en données agroclimatiques ou adaptées aux forêts en termes d'indicateurs qui parlent le plus aux acteurs de terrain, les agriculteurs, les forestiers ou l'aval de ces filières. Donc, il y a différents enjeux autour de ça, et un des moyens les plus directs de parler changement climatique et pour immerger les gens dans un climat futur, c'est de donner à voir, par exemple, des analogues climatiques. C'est ce qui est souligné ici, donc de définir un climat futur sur le territoire sur lequel vous êtes et de chercher ailleurs en France ou en Europe, c'est le plus parlant, un territoire qui dès aujourd'hui aurait les mêmes caractéristiques climatiques. Donc, on arrive comme ça à se projeter un peu plus facilement. Ensuite, l'idée, c'est de discuter de l'incertitude des scénarios climatiques et de distinguer le futur proche du futur lointain. Alors, futur proche, pour les climatologues, c'est les 30 prochaines années. Et futur lointain, c'est fin de siècle. Et de bien rappeler ici que le climat d'ici 2050 et l'amplitude du changement climatique d'ici 2050 est certain. C'est après 2050 qu'en fonction des décisions politiques qui seront prises, qu'on a plus d'incertitudes. Mais l'horizon court terme, qui est l'horizon opérationnel, celui dans lequel tous nos adhérents ou nos agriculteurs ou sylviculteurs se projettent, on est capable d'avoir des données solides pour décrire le changement climatique, et il n'y a pas à y revenir dessus. C'est le climat qui nous attend, étant donné l'inertie de la machine climatique à l'échelle du globe. Le dernier point, pour mobiliser les acteurs, c'est ce qu'on dit, en gros, nos deux exemples, c'est de réaffirmer que l'inaction n'est pas un chemin impossible, c'est-à-dire que l'adaptation au changement climatique, c'est maintenant. Et puis, au-delà de ça, l'autre message clé, c'est de dire que c'est maintenant et c'est pour les 50 prochaines années. L'adaptation au changement climatique, ce n'est pas s'adapter à de nouvelles conditions climatiques et puis ensuite repartir sur une routine. C'est mettre en place des systèmes agricoles ou forestiers qui sont capables d'être en permanence capables de s'adapter à des aléas et des fréquences d'aléas et des amplitudes d'aléas qui vont augmenter et qui seront de plus en plus imprévisibles. Donc, l'idée clé, c'est de construire des systèmes le plus agile possible
et de toute façon que rester sur place, ne pas bouger, est certainement un garant de conséquences plus graves que si on se met à bouger. Donc voilà les 3 points qu'on voulait mettre ici sur cette recommandation. Merci Sylvain. Et donc, 4e recommandation, fortement liée à la précédente, proposer des trajectoires sans regret à court terme pour préparer les transformations nécessaires à long terme. Alors, comme Sylvain a commencé à le dire, il y a classiquement 2 comportements par rapport au dérèglement climatique, que ce soit dans le milieu agricole, forestier et même plus largement. Il y a d'abord résister, maintenir l'existant coûte que coûte, ou s'adapter en se transformant. Alors, la notion de trajectoire sans regret, justement, repose sur l'idée que la stratégie de résistance ne durera pas, que la vulnérabilité des secteurs agricoles et forestiers ne fera que croître et que, in fine, la transformation est inévitable. Et comme l'a dit Sylvain, d'ailleurs, le choix de la résistance pourrait même être contre-productif puisqu'il pourrait se traduire par un retard dans la prise de conscience et dans la mise en mouvement vers la résilience climatique. On voit donc qu'il y a besoin d'aller vite et fort. Le problème que les cas d'études ont souligné, c'est que les acteurs, justement, font face à ce dilemme et se demandent bien souvent par quel type d'adaptation commencer. Surtout qu'il n'est jamais évident ou aisé de se projeter dans des transformations assez drastiques d'emblée. Alors, une des questions qui nous a intéressés, c'est comment finalement s'engager dans une démarche à court terme sans pour autant hypothéquer l'avenir ni occulter la nécessité de changements plus drastiques à plus long terme. Eh bien, les cas d'études nous ont montré qu'une possibilité, c'était de montrer que des réponses accessibles et bénéfiques sont disponibles aujourd'hui. En d'autres termes, que les acteurs ne sont pas dépourvus de solutions et qu'ils font dans certains cas de l'adaptation sans le savoir. On sait très bien que le monde agricole et dans une moindre mesure le monde forestier sont des mondes en perpétuel mouvement. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises ces dernières décennies, alors pour des raisons environnementales, sociales et économiques, et pas forcément pour des raisons climatiques, mais il s'agit de déceler dans les mutations récentes les mesures mises en place pour d'autres raisons que l'adaptation, et donc des mesures d'adaptation qui ne diraient pas leur nom, et qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité. Alors, il y a beaucoup d'exemples, que ce soit la mise en place de couverts végétaux, l'accélération de la conversion à l'agriculture biologique, ou dans le domaine forestier, la modification du régime des éclaircies, le choix de certains types de matériel, des révolutions, etc. Alors, l'idée ici, c'est de montrer que finalement que l'adaptation est déjà en route et qu'il faut simplement l'accélérer et construire. Donc, ce sont des points de départ importants, et les études, les expériences que nous avons étudiées montrent que l'engagement dans ces premières réponses permet progressivement aux acteurs de se projeter et d'entrevoir d'autres types d'actions à moyen et long terme qui, elles, vont parfois être un peu en rupture avec l'existant et reposer sur des transformations plus profondes et plus radicales des systèmes et des pratiques, et donc d'envisager des transformations qui n'allaient pas forcément de soi au démarrage des démarches. Alors, autre aspect de cette recommandation, c'est que pour être effectives, les trajectoires d'adaptation doivent pouvoir s'appuyer sur des politiques fortes. Et aujourd'hui, les politiques ciblées sur l'adaptation sont encore assez rares ou peu connues, mais il est quand même possible d'inscrire un certain nombre d'actions issues de ces trajectoires au travers de divers programmes qui intègrent la vulnérabilité climatique, comme par exemple l'extension dans le domaine forestier de certaines zones de protection de défense contre les incendies de forêt. Mais quoi qu'il en soit, la mise en place de politiques publiques qui soutiennent spécifiquement la mise en œuvre de stratégies d'adaptation reste quand même une nécessité forte. Et on peut noter quelques efforts récents qui vont dans la bonne direction, comme par exemple le Varenne de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, ou la prise en compte d'un volet climat dans la programmation budgétaire de la PAC 2023-2027. Alors, ce sont des démarches pertinentes qui vont dans le bon sens, mais qui restent encore à renforcer, qui méritent clairement d'être amplifiées si on veut viser un véritable passage à l'échelle et une mobilisation forte des acteurs. Voilà pour cette recommandation. Alors, on a prévu, je crois, Chloé. Tout à fait. Il y a un petit temps de discussion, voilà, Stéphane. Un temps de discussion, tout à fait, donc, avec peut-être des premières questions. Oui, effectivement, il y a des premières questions, dont 2 questions sur la question de l'eau.
Justement, Stéphane, tu évoquais le Varenne de l'eau, qui est l'actualité du moment sur cette question de l'adaptation et qui met l'eau au cœur du sujet. Donc, est-ce que la gestion de l'eau, c'est un point central de cette question de l'adaptation? Et l'irrigation, doit-on parler de stratégie de résistance ou de stratégie sans regret? Voilà. Alors, effectivement, il y a un grand débat sur la place de l'eau dans l'adaptation. À l'échelle internationale, c'était un véritable sujet lors de la CAP de Glasgow. L'eau est souvent considérée non pas comme un secteur, mais comme un connecteur entre le climat et les différentes dimensions d'une société. Et donc, il y a toute une école de pensée qui revient à dire que adapter la gestion de l'eau, c'est déjà réussir l'adaptation dans le domaine de l'eau, c'est réussir l'adaptation dans un grand nombre de secteurs, ce qui est tout à fait vrai. Donc, l'eau est centrale. Alors, il y a beaucoup de débats, effectivement, sur la place de l'irrigation. Est-ce que c'est une fuite en avant? Est-ce que c'est une impasse? Est-ce que c'est une stratégie de résistance? Alors, mes collègues pourront aussi compléter, mais dans bien des cas, effectivement, s'en tenir à des adaptations basées sur une maximisation de l'irrigation et sans envisager les évolutions à plus long terme de la ressource en eau, ça peut présenter des risques. On ne dit pas que l'irrigation est à arrêter d'emblée. Comme l'a dit Madame, il faut mettre en place une transition, c'est bien la notion de trajectoire. Donc, ça peut être une solution nécessaire, mais qui est loin d'être suffisante à long terme et qui sera certainement amenée à être substituée par d'autres types de mesures lorsque justement l'intensité des changements climatiques remettront en question l'efficacité de ces dispositifs. Beaucoup de débats sur le sujet, bien évidemment. Oui, Stéphane, je compléterai là sur cette question de l'eau. En gros, il y a deux gros leviers, soit on agit sur la demande, soit on agit sur l'offre de la ressource. Et donc, il y a forcément une priorité à mettre sur déjà d'abord maîtriser la demande, la diminuer, puisqu'on sait que la ressource n'est pas inépuisable. Donc, il y a d'abord ces actions sur la demande à engager. Alors, un point complémentaire sur l'eau, alors il y a des exemples, hein, l'année 2021 ou l'année 2016. L'année 2016, c'est la pire année en termes de rendement céréalière en France, hein, céréales à paille, et c'est absolument pas lié à un déficit en eau. Et puis l'année 2021, hein, les aléas climatiques de 2021 sont pas du tout liés à un manque d'eau, c'est des gels tardifs et ensuite des périodes d'alternance sec-humide trop rapprochées. Autre point sur l'eau, hein, c'est bien évident que si tout le monde demande de l'eau, de toute façon, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis, quelques exemples un peu de la région sud-ouest, hein. Si un jeune s'installe en maïs irrigué dans le sud-ouest aujourd'hui, on est clairement sur une position de résistance, hein, sur une culture qui demande énormément d'eau à des époques de l'année où il pleut peu. Donc, si quelqu'un se réinstalle aujourd'hui dans ce système-là, on est clairement sur une position de résistance. Si on est sur des gens qui s'installent dans le sud-ouest avec la mise à disposition de l'eau pour l'irrigation dite de complément ou starter sur un colza ou sur un blé, la posture sera complètement différente. On est plutôt sur de l'adaptation voilà, pour faire passer des caps difficiles à des cultures. Et donc, on sera plus sur des positions d'adaptation structurantes que sur de la résistance dans le cas de plantes qui naturellement demandent de l'eau à des périodes où le climat n'en fournit pas. Donc, voilà, il y a beaucoup de débats, vous le savez très bien, sur l'eau actuellement, et toutes les stratégies sont à l'étude, notamment dans le Grand Sud-Ouest, qui va être le premier bassin à vraiment décrocher sur cette question-là, avec un déficit en eau qui va se creuser sur la Garonne de 200 millions à près de 1 milliard de mètres cubes d'eau en 2050, si toute chose égale par ailleurs, le climat change comme il est prévu qu'il change. Très bien, il y avait aussi une question sur la recommandation de s'appuyer sur les acteurs existants, la légitimité, la large mobilisation. Comment faire pour que ce paramètre important laisse aussi une place à des solutions plus en rupture avec l'existant, donc avec peut-être des organisations, des mobilisations sur des systèmes plus innovants? Mais alors, il n'y a pas de recette type, hein, pour identifier quelle est la structure de portage qui soit à la fois légitime et ouverte à des solutions de rupture.
C'est une approche qui doit être mise au cas par cas en fonction de la situation de terrain, hein, qui peut donner lieu à des stratégies de contournement, à la nécessité de créer une nouvelle structure pour rassembler. Après, sur les stratégies de rupture, je pense qu'il faut l'entrer et l'introduire notamment au travers des perspectives qu'on peut mettre en avant en travaillant sur des scénarios qui seraient des scénarios un peu extrêmes, de façon à amener l'idée qu'on sera peut-être amené à faire complètement autre chose que ce qui existe aujourd'hui. Et ensuite, pondérer tout ça au travers des stratégies, mais je crois qu'on va y venir au travers des prochaines recommandations. Non, merci. Je pense qu'on peut poursuivre à présent sur les 4 autres recommandations. Alors oui, pour reprendre sur les recommandations, une autre qui paraît essentielle, surtout quand on parle de mobilisation des acteurs, c'est le fait de proposer des démarches de co-construction participative, tout en gardant une flexibilité dans la gestion du projet. Donc, comme ça a pu être présenté dans les démarches précédentes, elle présente bien une approche participative et concertée, impliquant souvent un panel diversifié d'acteurs. Et justement, ces approches, en fait, elles permettent de favoriser les interactions entre les acteurs locaux. Donc là, dans notre cas, ce sont plutôt les agriculteurs et les gestionnaires forestiers, mais aussi les scientifiques et les décideurs qui sont indispensables pour une adéquation entre les enjeux économiques de gestion et les besoins en termes d'outils et aussi de connaissances sur le climat. Et ça permet également d'arriver du coup à la définition d'une vision partagée, aussi appropriée par l'ensemble de ces acteurs, et de briser les silos entre les différents secteurs. Et ces approches peuvent s'illustrer par la mise en œuvre d'instances de concertation multi-acteurs, comme l'organisation d'ateliers, de colloques, ou encore la constitution de réseaux ou de communautés de pratiques. Et ces organismes peuvent également servir de relais pour le partage des expériences et des connaissances, et notamment aussi des solutions d'adaptation à mettre en œuvre. D'où l'importance de transférer en fait ces connaissances scientifiques et techniques et de partager les exemples de bonnes pratiques. Et au-delà de ce transfert de connaissances, en fait, ces organismes permettent aussi de les rassembler, parce que la source d'information elle est existante, mais parfois un petit peu dispersée, et de la rendre aussi compréhensible pour l'ensemble des acteurs et parties prenantes. Et au-delà de ces organismes, il y a des personnes qui peuvent aussi servir de relais et être formées pour ce transfert de connaissances entre le monde de la recherche et des acteurs du territoire. D'où l'importance également de l'accompagnement des acteurs et de leur formation. Et ces organismes, en fait, peuvent être finalement des réseaux d'acteurs, des structures d'interface sciences-société citoyennes, des instances de coopération ou des outils qui sont déjà existants. Donc, on peut en citer un certain nombre, notamment pour le secteur agricole, où il y a des centres de ressources à l'échelle locale, à l'instar des dispositifs Oracle, portés par les chambres d'agriculture à l'échelle régionale, ou Climat 21, plutôt à l'échelle départementale, qui visent notamment le partage des observations des effets du changement climatique, à la fois actuels, mais aussi les projections futures sur le monde agricole. Il y a aussi des plateformes et des outils d'aide à la décision, comme l'outil BioCleanSol qui a pu être développé dans le Life Forecast, ou dans d'autres projets comme la plateforme AWA, donc un autre projet Life AgriAdapt, qui propose d'évaluer la vulnérabilité et identifie des mesures d'adaptation pour un ensemble les principales productions agricoles à l'échelle de l'Europe. Et au niveau des structures d'interface entre la science et les citoyens, il y a des structures comme les Grecs régionaux qui rassemblent les chercheurs, les collectivités, et le monde professionnel. Et dans le cadre aussi du benchmark qu'on a réalisé, on a aussi analysé une démarche au Québec qui était portée par Ouranos Québec, qui est un consortium de chercheurs soutenu par le ministère de l'Environnement. Donc, il y a un certain nombre de structures qui existent déjà
Et le dernier point clé sur cette recommandation, c'est la gestion adaptative qu'il faut adopter dans la gestion même du projet, parce que finalement, c'est les approches participatives qui donnent la parole aux parties prenantes et qui prônent justement la co-construction de stratégies et de solutions, demandent un besoin de flexibilité dans la gestion du projet. Et cette flexibilité doit être envisagée, et donc les porteurs de projets doivent penser à prévoir des marges de manœuvre pour permettre justement d'ajuster en fait la démarche ou demandes qui sont exprimées tout au long de la réalisation du projet. Alors, je vais laisser la parole à Sylvain pour la 6e recommandation. Alors, s'appuyer sur la pédagogie des aléas majeurs. Alors, nos 2 territoires exemplaires en ont parlé, que ce soit 2003 pour la forêt ou 2019 pour la filière époisse et le décrochage des fourrages. L'idée, c'est de se servir de ces aléas pour engager une mobilisation le plus large possible des acteurs de la culture et de la forêt. L'idée étant, comme ça a bien été expliqué, de replacer ces aléas météorologiques dans un contexte climatique qui évolue, en étant en capacité de les mettre dans des séquences plus longues, du passé récent au futur proche. L'augmentation de la fréquence des aléas en France, c'est très visible depuis les années 80, donc on peut partir des années 80 et puis ensuite, avec des modèles climatiques, aller jusqu'à 2050, remettre ces aléas dans une perspective passé récent, futur proche, pour montrer que ces aléas sont des signaux du changement climatique, et il faut commencer à capitaliser de l'information sur ces aléas, c'est-à-dire en profiter pour en comprendre les impacts, les impacts aussi sociaux et économiques, et puis commencer à récupérer de l'information sur comment les gens ou les filières se sont adaptés au moment de cet impact-là, pour dire ensuite que tout ce qui a été fait, la manière, que les actions qu'on a mises en place seront bienvenues dans le futur proche pour s'adapter à nouveau quand l'aléa reviendra. Donc pour ça, il faut bien sûr pouvoir analyser l'aléa et puis le replacer dans une série longue. Donc il faut s'appuyer sur des connaissances scientifiques, des connaissances climatiques. Donc, pas hésiter à faire appel aux climatologues de Météo France notamment, ou aux sites maintenant qui permettent de simplifier un peu l'approche et de se passer un petit peu des experts scientifiques et des climatologues. Et puis, en profiter pour faire de ces aléas des moments de communication, de partage. Certains territoires ont même mis en place des observatoires du changement climatique, donc où chaque éleveur, chaque propriétaire forestier peut faire partie d'un réseau d'observateurs qui fait remonter un aléa et comment son système l'a vécu et ce que lui a mis en place pour contrer cet aléa. Et puis, dernier point, un peu plus large à l'échelle des territoires ou des filières, quand on identifie un aléa qui risque de revenir de manière relativement fréquente. Alors, fréquente, ça veut dire 1 année sur 5 ou 4 années sur 20, enfin, qui va revenir. C'est de commencer à engager des politiques de prévention et des gouvernances en cas de crise. Donc, ce qui a été fait à l'échelle du parc et à l'échelle de la filière époisse, soit pour des crises fourragères ou des dépérissements accélérés de peuplement dans le cadre du parc. Donc voilà pour cette 6e recommandation. Alors, une 7e recommandation sur la mise en avant des co-bénéfices créés au travers de ces démarches d'adaptation. Je vais peut-être passer assez rapidement parce que le temps passe. Mais finalement, maintenant, quand on parle d'adaptation, il est difficilement envisageable d'éluder le volet atténuation. Donc, on envisage forcément les mesures d'adaptation doivent être envisagées de pair avec les objectifs d'atténuation. Et surtout quand on parle des secteurs agricoles et forestiers, où cette synergie elle est préexistante et que ces secteurs sont à la fois des pôles d'émission et de stockage de carbone et qu'il y a des réels enjeux qui sont non négligeables à ce sujet. Que ces synergies, au-delà de l'atténuation, il y a d'autres co-bénéfices qui sont envisagés sur ces démarches.
C'est d'éco-bénéfices à la fois environnementaux, comme donc liés à la gestion à la conservation et la restauration de la biodiversité, permettre aussi la régulation de l'eau, la réduction des risques de catastrophes. Ça touche aussi plus un volet socio et économique, mais aussi l'éco-bénéfices liés à la sécurité alimentaire, à l'amélioration de la santé et du bien-être. Et comme on l'a vu dans le cadre de la pérennisation des exploitations en époisse, où on vise également une stabilité, donc une pérennisation des revenus agricoles. Donc, il y a aussi le volet bénéfice économique qui reste très important dans ces démarches. Donc, il faut pouvoir s'appuyer sur ces synergies et dont les solutions fondées sur la nature aussi en sont un très bon exemple, puisque ces solutions donc dites fondées sur la nature visent à la fois de s'adapter aux impacts des changements climatiques tout en favorisant donc les bénéfices pour la société, mais aussi pour la biodiversité. Et au-delà de ces bénéfices environnementaux, elle cherche à ne pas avoir aussi des conséquences négatives sur les émissions de gaz à effet de serre, la pollution, la santé, l'économie circulaire et autres. Et la mise en avant de ces co-bénéfices et l'importance de ces co-bénéfices ne doit pas non plus éluder en fait, l'objectif premier qui reste l'adaptation. Donc, il faut veiller à bien communiquer sur ces co-bénéfices, mais elles permettent aussi de davantage convaincre aussi les décideurs et les financeurs potentiels de ces démarches, parce elles restent très, très complètes et ça rejoint aussi la notion de mesure sans regret. Je vais laisser la parole aussi pour la dernière recommandation. Oui, donc sur le nerf de la guerre, le financement. Force est de constater que jusqu'à présent, il y a très peu de lignes de financement dédiées à l'adaptation. Donc, les projets qui font de l'adaptation, en fait, sont un peu des passagers clandestins d'autres projets. Et donc, on peut qu'appeler à la mise en place de ces lignes de financement. Deuxième recommandation, c'est qu'il faut lier la création de connaissances, l'élaboration de stratégies et le test d'action dans les projets, de façon à ce que les financements en fait, ne soient pas orientés que vers la création de connaissances, ce qui est souvent un aspect important des projets. Et enfin, il faut lorsqu'il y a des financements publics, qu'on demande à ce qu'il y ait une meilleure prise en compte de l'adaptation, de façon à ce que ça réponde à l'objectif de pérennité de ces financements. Il faut s'assurer que les infrastructures, les actions qui vont être financées tiendront le choc face au changement climatique. Et puis, un autre levier, c'est d'inciter les banques et les assureurs à mieux évaluer la vulnérabilité des projets financés à long terme. C'est une exigence qui va croissante pour sécuriser leur portefeuille. Et donc, à partir de là, ça peut être un levier d'action pour que ça se répande sur tous les projets. Voilà pour cette 8e recommandation. OK, merci. Donc, on a fait le tour là, des 8 recommandations. Donc, on a encore quelques questions, effectivement. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé des acteurs du secteur agricole, forestier, de leur filière de manière assez générale. Si on s'intéresse à la population de manière plus large, j'ai envie de poser la question quid des consommateurs, comment on les mobilise sur ce sujet de l'adaptation au changement climatique et est-ce qu'il y a eu dans l'étude effectivement des exemples qui illustraient la mobilisation des consommateurs? Alors, oui, moi, je pourrais répondre justement en évoquant une démarche qu'on a analysée dans le cadre de cette étude, qui est une démarche, ça s'appelle Grit Life, qui se passe en Italie, qui s'intéresse à l'ensemble d'une filière céréalière, donc dans la plaine du Pô en Italie, où ils ont pu impliquer au travers d'une communauté de consommateurs ou impliquant l'ensemble des citoyens, donc à la fois donc, ces consommateurs dans l'action qu'ils pouvaient avoir dans le changement des pratiques au niveau agricole et en impliquant aussi les filières de production et de transformation.
et des tests des producteurs, des agriculteurs, pardon, dans cette vallée. Et au-delà de ces consommateurs, ils sont aussi intéressés en fait aux élèves et à la restauration scolaire, où finalement ils sont passés par les enfants aussi pour sensibiliser davantage les citoyens et la population dans l'importance des choix alimentaires en faveur du climat. Voilà, en espérant qu'à partir de cette sensibilisation d'une population spécifique, les messages clés passent dans une population après plus large. Ok, merci Chloé. Une autre petite dernière question, je pense donc, où est-ce qu'on peut trouver des actions sans regret, donc qui soient adaptées, soit une charte forestière, soit un PAT, Programme alimentaire territorial, ou un PCAET. Où est-ce qu'on trouve ces ressources? Oui, je peux peut-être commencer par répondre, puis Alors, je laisserai… Ah, oui. Ah. Oui, c'était juste pour signaler que justement sur cette question d'adaptation au changement climatique, il y a 2 RMT qui existent, des réseaux mixtes technologiques qui existent sur ces questions d'adaptation. Un plus ancien sur la forêt qui s'appelle le RMT à force, qui recense un peu toutes les actions ou les projets en cours qui peuvent vous donner des idées. Et il y en a un nouveau qui vient de débuter cette année sur l'agriculture. Le RMT Climat qui doit produire dans l'année à venir toute une liste de pistes d'adaptation des systèmes agricoles en fonction des pédoclimats et des contraintes, et en listant tout un tas de choses autour des actions. Donc ça devrait se développer au fur et à mesure du temps. Et puis vous avez des plateformes logistiques qui existent déjà, qui ont fait des premières listes d'adaptation au changement climatique. Alors en agriculture, vous avez le Life AgriAdapt et la plateforme AWA qui listent une des premières listes de pistes d'adaptation, mais qui vont de plus en plus circuler entre les acteurs de toute façon. Oui, et peut-être pour compléter, il y a aussi le Centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique, le CRAC, qui est pas ciblé agriculture et forêt, mais on trouve beaucoup de choses, et un LIFE en cours, un LIFE eau et climat, avec énormément de travaux qui sont en cours de publication sur les mesures sans regret, mais pas seulement, dans le domaine de l'eau, y compris dans le domaine de l'eau agricole, si ça vous intéresse. On pourra partager le lien dans le chat. Merci. Merci, je vois qu'il reste 2 minutes, donc 2 minutes pour conclure sur cette présentation et puis sur cette étude. Donc déjà, je tiens à remercier tous les acteurs qui ont été impliqués. En fait, ils ont été très nombreux. Bon, à la fois, bien sûr, les porteurs de projets qu'on a mobilisés pour les 8 études de cas qui ont été analysées de manière détaillée dans l'étude, qui feront l'objet de fiches dans le cadre d'un recueil de fiches. Bien sûr, tous les acteurs aussi mobilisés dans le comité de suivi et les groupes de travail technique qui ont eu lieu pendant l'étude, donc à la fois des acteurs nationaux, les ministères, des têtes de réseau, des représentants du monde agricole et forestier, des ONG et aussi des acteurs étrangers ont pu participer à nos travaux et alimenter nos réflexions. Donc merci à eux et bien sûr merci au consortium qui a réalisé l'étude et qui est présent ici. Donc, bien sûr, le travail ne s'arrête pas là. La mobilisation des acteurs reste à poursuivre sur cette question de l'adaptation. Donc, il y a plusieurs travaux qui sont engagés, notamment suite au guide méthodologique qu'a évoqué Stéphane, donc guide de l'ADEME, publié en 2019 sur comment développer sa stratégie à l'échelle des filières agroalimentaires. Donc, c'est une méthode qui avait été expérimentée par 3 filières en 2019 et qui maintenant a été expérimentée dans plusieurs régions, donc notamment en Nouvelle-Aquitaine avec la démarche Adaptagro auprès des bovins lait et bovins viande, et puis il y a d'autres filières qui devraient s'engager prochainement en région Centre-Val de Loire. Donc voilà, et puis aussi d'autres actions qui vont se poursuivre dans le cadre du programme Life Artisan, donc piloté par l'OFB et auquel participe l'ADEME. On a à la fois notamment des actions sur le secteur agricole et sur le secteur forestier pour essayer de justement apporter des recommandations pour les acteurs de ces secteurs sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, et on va poursuivre la mobilisation des acteurs dans ce cadre, sur cette question de l'adaptation.
Donc voilà pour les différents éléments. Concernant l'étude, les livrables seront prochainement disponibles, donc en principe début d'année prochaine, probablement à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Donc voilà, donc merci à tous pour votre participation à cet événement. On espère que ça a répondu à diverses de vos questions.